Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Idem. Voici la deuxième partie de la vidéo sur les rattrapages cinéma. Alors je vous rappelle que les films sont classés par ordre de visionnage, ce qui veut dire que cette deuxième partie va concerner des films qui sont sortis au cinéma plus récemment. C'est logique. Si vous désirez voir l'intro, les nouvelles chroniques sur le site et les 5 premiers films, c'est sur la première partie de la vidéo. Si vous voulez voir les 5 films suivants et la surprise, on en parle, mais ça, c'est juste après le générique. Pour les plus de 30 ans, qui ne connaît pas SOS Fantôme et la mythique chanson Ghostbusters qui fut le tube de l'année 1984 ? Et alors qu'on ne s'y attendait plus, surtout après le pitoyable reboot féminin de 2016, voici que déboule SOS Fantôme l'héritage avec les petits-enfants des chasseurs de fantômes. Camille, la fille d'Egon Spengler, est endettée et expulsée de chez elle. Elle est obligée de s'installer dans une petite ville dans la vieille maison de son défunt père avec ses 2 enfants, Phoebe et Trevor. Et tu fais quoi ici, à Somerville? Bah en fait, ma mère veut pas le dire, mais on n'a plus d'argent. Tout ce qui nous reste, c'est une vieille ferme flippante que mon grand-père nous a laissée en pleine cambrousse. Ah d'accord, c'est encore plus pourri que ce que je pensais. Camille avait coupé les ponts avec son père depuis très longtemps, mais en fouillant dans la maison, les enfants découvrent le matériel des chasseurs de fantômes et l'héritage de leur grand-père avec une catastrophe prête à éclater. L'héritage est vraiment le mot pour ce film. Déjà, car ce sont les petits-enfants qui prennent la relève, ensuite parce qu'il est réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, qui lui avait réalisé les 2 premiers volets. Enfin, c'est surtout par l'ambiance et puis l'esprit que le film dégage, car on a vraiment l'impression pendant la majorité du métrage d'être devant un film Amblin de la belle époque, surtout les Goonies. Ouais, c'est bon! Je sais pas ce qu'on fait, mais faut le faire tout de suite. Le fanservice est bien entendu présent, mais il est plutôt subtil. C'est aussi un passage de flambeau, car on revoit avec plaisir Wankman, Ray et Winston, avec un émouvant hommage à Harold Ramis qui nous a quittés en 2014 et qui risque fort de faire verser une larme aux amateurs des premiers volets. J'ai failli mettre ce film dans mon top 10 2021, il était 11e. Pourquoi ? Car je trouve la première partie du film un peu molle. Pour le reste, si vous avez aimé le premier SOS Fantôme et les films Amblin des années 80, le film est réussi, l'effet nostalgique fonctionne et une bonne base est installée dans le cas où on souhaiterait tourner une suite. Hey, on vous a manqué? J'avais bien aimé le premier volet de Tous en scène avec Buster Moon, ce sympathique koala propriétaire d'un théâtre qui, pour éviter la ruine, monte un concours de chant. C'était frais, drôle, sans temps mort, avec des personnages attachants et de bonne musique. Bref, qu'en est-il de cette suite également réalisée par Garth Jennings? Buster et sa troupe font salle comble à chaque représentation au théâtre Moon. Mais Buster voit plus grand et veut monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower, dirigée par Jimmy Crystal. Afin de le convaincre, Buster promet que Clay Calloway, une légende du rock, participera au spectacle. Musique! Nous voilà sur le point d'emmener notre spectacle dans la capitale mondiale du divertissement. Je vous donne 3 semaines pour un show parfaitement huilé. Problème, Buster n'a jamais rencontré Clay et va devoir tout faire pour le convaincre, d'autant plus que Jimmy est du genre psychopathe quand on lui ment.
Cette fois, alors que la majorité des spectateurs semblent l'avoir apprécié, en ce qui me concerne, ça n'a pas aussi bien pris que pour le premier volet. Attention, il n'est pas nul et au niveau de la réalisation, il y a techniquement un bond en avant et la dernière partie est vraiment bonne, mais j'ai moins retrouvé l'essence du premier film. De plus, la surabondance de personnages secondaires, qui était déjà limite dans le premier, fait que les nouveaux venus sont à peine développés. Si je vous dis Nushi ou Darius, vous vous rappelez qui c'est? Probablement pas. Bonsoir, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à une représentation unique marquant le retour du légendaire Clay Calloway. Enfin, et là c'est peut-être parce que je me fais vieux, si j'avais reconnu tous les standards du premier volet de Tous en scène, dans Tous en scène 2, il y a en tout cas la moitié des chansons que je ne connaissais même pas. Donc, c'est difficile de rentrer dedans. Bref, Tous en scène 2 devrait probablement plaire à un public plus jeune, l'animation a fait un bond en avant, il y a des musiques plus actuelles et la dernière partie est bonne. Mais pour moi, cela reste un film moyen qui n'a pas l'essence du premier volet et qui est desservi par un trop-plein de personnages secondaires qui n'ont aucune épaisseur. Pour ce film, c'est un petit peu bizarre car je l'ai vu des mois après sa sortie. Alors j'en avais entendu parler en bien, et bon, les films de genre français commencent à proposer des trucs pas mal du tout. Mais au fait, c'est quoi l'histoire de Boîte Noire? Suite au crash d'un vol Dubaï-Paris dans le massif alpin et qui a causé la mort de plus de 300 personnes dont aucun n'a survécu à l'accident, la BEA est chargée de l'enquête. Les boîtes noires sont minutieusement analysées et, alors qu'il avait été mis sur la touche, Mathieu Vasseur, qui a une ouïe très fine, récupère l'enquête après la disparition de son supérieur. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Mathieu va reprendre l'enquête depuis le début afin de trouver la cause du crash. Mais, en menant en secret sa propre investigation, il va découvrir qu'il y a un potentiel complot derrière le crash, quitte à prendre le chemin de la paranoïa pour démêler cette énigme. Très bonne surprise que ce Boîte Noire. Je l'avais mis dans mon top 10 afin de lui donner un petit coup de pouce. Oui, les films de genre français et de qualité sont encore relativement rares, même si le film connaît un petit passage à vide vers le tiers du film. Le scénario est bien ficelé et va nous réserver quelques surprises. Pierre Ninet est très bon en nerd analytique et rigide, obsédé par sa quête de vérité. Boîte Noire, un thriller psychologique et paranoïaque se déroulant dans le monde de l'aéronautique. Après Le Chant du Loup et Boîte Noire, j'espère qu'on aura droit à d'autres films de genre français de qualité, tant au niveau de l'histoire que de la réalisation. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. Vous êtes allé trop loin. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. La voilà la petite surprise, car c'est un film sorti sur Netflix et qui est très original. Mais c'est un invité qui va présenter ce film. Il a une voix bizarre, est raide comme un piquet, adore les films d'horreur, dort dans un cercueil Dracule et a 2 cornes sur la tête. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Abbé, Mac Abbé. Hello les mortels, vous allez bien? Vous avez la vie facile? Dis Hidalgo, pourquoi tu as les yeux rouges? Ah ça tu veux dire? Bah en fait c'est simple, hein. Je suis pas un Terminator, c'est pas non plus une intense émotion qui a provoqué ça, c'est juste le pollen. Ben oui, chaque année, quand les graminées font leur partouze et puis dispersent leur pollen, ben ça me pique les yeux. Mais bon, à part ça, t'avais pas un film à nous présenter, toi? J'y viens, il n'y a pas Boredom quand même. Comme l'a dit Hidalgo, je vais vous parler d'un film espagnol assez spécial qui est sorti sur Netflix, c'est Dos. Sarah et David, 2 inconnus d'une quarantaine d'années, se retrouvent nus dans un lit dans une étrange pièce. Ils se retrouvent cousus l'un à l'autre au niveau de l'abdomen.
Kenneth Branagh revient avec une deuxième adaptation d'un roman d'Agatha Christie avec Mort sur le Nil. Son Crime de l'Orient Express m'avait moyennement convaincu et il était nettement moins bon que la version de 1974 réalisée par Sidney Lumet, que je vous recommande vivement. Quant à Mort sur le Nil, j'avais déjà vu la version de 1978 avec Peter Ustinov. Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, une femme est tuée durant sa lune de miel. Hercule Poirot, qui était passager sur le bateau, se voit confier l'enquête. Vu l'entourage et la réputation de Lynette, la situation est complexe car tous les passagers ont des raisons valables d'avoir commis le meurtre. À sa place, je ne serais venu que pour tuer le marié d'une balle dans la tête. Les autres invités sont la marraine, qui méprise la richesse de Lynette, et son infirmière et dame de compagnie, Bowers, qui, elle, convoite cette richesse, tout comme la bonne de Lynette, la pauvre Louise. Oh, et il y a le cousin Andrew, qui est un gros requin, personne ne lui fait confiance à part Lynette. Vous comprendrez que seule mère et moi sommes ici sans arrière-pensée. Néanmoins, quelqu'un semble avoir une réelle affection pour Lynette, sa camarade de classe, Rosalie. C'est la nièce de Salomé Otterbourne, c'est à elle que l'on doit cette bonne musique. Par rapport à Le Crime de l'Orient Express, c'est mieux. C'est bien raconté, c'est bien filmé et les acteurs sont convaincants. Néanmoins, Kenneth Branagh se permet des libertés par rapport aux romans qui ne plairont pas à tout le monde. Les scènes durant la Première Guerre mondiale ne sont jamais mentionnées dans les livres. Et puis, il a aussi cédé à cette manie d'inclusivité en modifiant les ethnies de certains personnages ou en en créant des nouveaux. Il suffit de comparer la version de 1978, plus fidèle au roman, avec celle de 2022. Le film apporte aussi une touche assez sensuelle à travers certaines scènes avec Emma Mackey et Gal Gadot qui risquent d'apporter des palpitations alors qu'il n'y a aucune nudité. Oh, happy horse to bear the weight of Antony. He's speaking now. Or murmuring. Where is my serpent of old now? Si Emma Mackey m'avait déjà convaincu dans Eiffel, le jeu de Gal Gadot m'a rassuré après ses pitoyables prestations dans Wonder Woman 1984 et Red Notice et que j'avais déjà abordé dans les flops 2021. Mort sur le Nil n'est pas parfait. Il y a des longueurs, le film est prétentieux par moments et les effets spéciaux et les CGI sont franchement ratés pour rester poli. Les scènes où Emma Mackey est à la proue du bateau ou monte des marches d'escalier sont tout bonnement immondes. Bref, le remake de Mort sur le Nil est un film honnête, meilleur que Le Crime de l'Orient Express, bien raconté et avec des bons acteurs. Mais ses longueurs et ses CGI dégueulasses font que je préfère largement la version de 1978, qui en plus avait le mérite d'avoir été réellement tournée en Égypte. Le meurtrier est ici, et il restera ici. Enfin, pour le dernier film, qui est encore à l'affiche dans quelques salles et qui est déjà disponible à la location, The Batman. Alors que Batman arpente les rues de Gotham City depuis 2 ans en instillant la peur chez les criminels, un tueur s'en prend à l'élite de Gotham à travers des machinations sadiques. Bruce Wayne, alias Batman, va remonter la piste d'indices qu'on lui laisse en menant une enquête dans la pègre et en croisant des personnages comme Catwoman, le Pingouin, l'Homme Mystère et le parrain Carmine Falcone et tenter de rétablir un semblant de justice. Matt Reeves revisite le mythe de Batman. Le film avait la lourde tâche de succéder à la trilogie Batman de Christopher Nolan, dont le fabuleux The Dark Knight. Sans l'égaler, le film est une réussite. On peut le comparer à l'excellent Joker, réalisé par Todd Phillips en 2019. Tous les deux proviennent du même univers, sont un one-shot, sont très sombres et s'adressent à un public mature. Un outil. Cette lumière qui déchire le ciel. Ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Le film est superbement réalisé, c'est magnifique et cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi beau. J'avais de gros doutes concernant Robert Pattinson, ils ont vite été balayés et il incarne parfaitement un Batman plus jeune et torturé.
Zoe Kravitz est également très convaincante en Catwoman. Par contre, le film risque de diviser, car il privilégie l'arc narratif des personnages principaux et aborde sur le fond beaucoup de problèmes de société actuels, et ce au détriment des scènes d'action. Et le film est long, près de 3 heures. Bref, ceux qui veulent voir un film de super-héros rempli d'action et léger seront déçus. Personnellement, j'ai été scotché. Bref, si voir un Batman très sombre dans une sorte de polar noir, avec peu d'action et un surprenant Robert Pattinson, ça ne vous rebute pas, je ne peux que vous conseiller ce film. Un grand film de super-héros et un grand Batman. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce ou me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ici là, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!